Je vais inviter tout de suite à me rejoindre sur scène Maïwen Abgral, Sébastien Kahn, Vidal Texera, Samuel Chevalier et Vincent Faujour. On peut les applaudir. Ils vont me rejoindre sur scène. Maïwen au bout, ou là, à côté de moi. Voilà, très bien. Il faut juste un micro. Prendre un micro, voilà, vous allez vous le partager. Voilà. Prenez place donc dans l'ordre. Maïwen Abgral, qui on va juste dire un mot, qui est responsable de la filiale mère à la direction du secrétaire général de la communication institutionnelle du groupe Crédit Mutuel Arkea. Donc il soutient cette filiale mère, on va en reparler. Sébastien Kahn du pôle mère Bretagne Atlantique. C'est le plus bas. Vincent Faujour, donc président du groupe Piriou. On parlera bien entendu chacun de vos métiers. Vidal Texera, qui est cofondateur et CEO de Cyber, et Samuel Chevalier, cofondateur d'Optici. Merci à tous les 5 d'être là. Maïwen, juste un mot, ce que représente la filiale mère aujourd'hui pour le groupe Arkea. Oui, en 3 chiffres. Je crois qu'en France, déjà, pour replanter le décor, c'est 400 000 emplois portés par la filière mère. Sur nos territoires de prédilection, donc le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et notamment la Bretagne, donc la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, c'est 75 000 emplois. Et puis, le groupe, au travers de la diversité de ses métiers, accompagne plus de 2200 entreprises sur toutes les façades maritimes métropolitaines. Je salue d'ailleurs toutes les entités représentées ici pour le groupe Crédit Mutuel Arkea, Arkea Capital, évidemment le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, le Arkea Crédit Bail aussi qui apporte des solutions pour financer les flottes. Je pense aussi à Finoé, notre fonds de dotation philanthropique. Je dois en oublier certaines. Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, bien entendu, notre banque d'affaires. Donc finalement, la filière mère pour le groupe Crédit Mutuel Arkea, c'est un nouveau territoire d'expression, c'est un nouveau territoire de conquête, mais finalement, tout naturellement, c'est le prolongement de nos expertises et des savoir-faire du groupe. Donc quand on a un siège et des centres de décision les pieds dans l'eau, c'était assez naturel de pouvoir porter ces sujets avec des ambitions fortes pour accompagner voilà, et les pieds acteurs. dans l'eau, alors on connaît évidemment tous les secteurs de la mer, on ne va pas tous les reprendre. Non, ils sont juste là derrière vous. Ils sont tous sur le kakémono. Et justement, dans tous ces secteurs, il y a beaucoup d'innovation dans chacun des domaines, mais il y a aussi, on peut regrouper aussi tout ça dans un pôle innovation et nous dire un peu sur quoi aujourd'hui le groupe insiste, quel type d'innovation. On va en découvrir d'ailleurs certaines. Oui, écoutez, effectivement, l'innovation, c'est ce qui est un peu transverse à l'ensemble des filières que vous découvrez là. Elles nous intéressent toutes, bien entendu. On souhaite accompagner leur quotidien et aussi leurs projets de transition. Et l'innovation, finalement, c'est ce qu'on va retrouver à la croisée de tous les défis. La décarbonation des flottes, le verdissement des ports, l'électrification des quais, la préservation de la ressource, les biotech marines, les énergies marines renouvelables. Donc on n'y arrivera que si on coopère, puisque l'ingrédient majeur de l'innovation, c'est la coopération. Et puis moi, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui le vivent au quotidien. Et je remercie vraiment Samuel, Sébastien, Vidal, Vincent, qui vont parler d'innovation numérique au service des acteurs de la mer et du rayonnement de la filière pour nos territoires. Merci Maïwen. On va démarrer tout de suite avec Sébastien. On va lui donner le micro. Donc pôle mer Bretagne Atlantique. En quelques mots, donc le pôle mer, c'est pour favoriser les projets d'innovation maritime. Mais justement, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots, Sébastien ? Alors, le pôle mer est né en 2005. L'objectif, c'était à l'époque de rapprocher les travaux des chercheurs sur les paillasses du monde du marché, en mettant des moyens financiers dédiés pour accélérer le processus d'innovation. Et donc, depuis 2005, pour vous donner quelques chiffres pour comprendre, on a accompagné plus de 480 projets collaboratifs innovants, donc des chercheurs et des entreprises dans les différents domaines dont parlait Maïwen. Et ces 480 projets représentent 1,2 milliard de recherche et développement, donc dépensés par les différents partenaires impliqués, sur lesquels on a mobilisé plus de 345 millions d'euros de ressources publiques pour accélérer ces projets. Donc on est une équipe qui accélère ces projets, qui les fait monter en compétences et qui leur permet de trouver des financements par la suite. Et donc moi je suis ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup également d'énergie et d'innovation. Et comme le disait Maïwen également, l'innovation elle est souvent en croisement en fait des filières. Lorsqu'on confronte ces domaines d'innovation aux uns et aux autres, on arrive souvent à des solutions qui sont vraiment en rupture.
C'est vrai qu'on va voir ça, parce qu'on va parler construction maritime, on va parler exploration sous-marine, et puis on va parler port de plaisance. Vous voyez, des domaines, on se dit que vient faire le numérique là-dedans. Vous allez comprendre tout ça, parce que justement, Sébastien, le numérique, il est très présent dans tous les projets d'innovation, alors encore plus avec toute la data qui va ressortir de tout ça, mais c'est un fil conducteur assez fort dans tous les projets d'innovation que vous soutenez. Oui, on a deux axes transversaux. Le premier sur la transition écologique depuis la création du pôle, et le second sur la transformation numérique. Et effectivement, on va le retrouver sur l'ensemble des 6 domaines qu'on adresse. C'est également un angle qu'on utilise pour animer notre communauté d'adhérents. On a plus de 400 adhérents. Par exemple, on fait une réunion d'une demi-journée sur la pêche et le numérique le 6 octobre prochain, pour susciter encore une fois ces projets innovants. Et c'est aussi un outil, je dirais, de stimulation. On a mis en place depuis quelques années avec la région Bretagne des appels à projets croisement de filières. Et donc, on va mettre ensemble, c'est je dirais, un exercice toujours assez stimulant, parce qu'on voit des sujets émerger, des acteurs qui sont chacun des références dans leur domaine, mais labellisés pour certains par le pôle mer Bretagne-Atlantique, et avec un label complémentaire du pôle images et réseaux. Et donc ça crédibilise le projet, ça le solidifie, ça apporte une double expertise, et c'est en ça où je dirais que c'est vraiment structurant pour le territoire. Le numérique, Vincent Faujour, donc président du groupe Piriou, ça vous a vraiment servi, notamment Covid. Alors on rappelle, vous allez nous donner quelques chiffres d'ailleurs sur le groupe Piriou, constructeur de bateaux de pêche militaires, des bateaux des remorqueurs, de la drague aussi, tous ces sujets-là. Tout à fait. Oui, effectivement, donc le groupe Piriou, c'est le leader en français de la construction et de la réparation navale. Au niveau mondial, il faut bien dire. Non, leader français, c'est déjà pas mal. Ça va, non, vous vendez partout dans le monde. Mais on est implanté partout dans le monde. Effectivement, donc on construit des navires en acier civil et militaire. Et surtout, on est implanté un peu partout dans le monde. On a l'habitude de dire chez Piriou qu'on a des racines. Celles-là, elles sont très fortes. Elles sont en Bretagne Sud, en Finistère Sud, à Concarneau. Pardon. Et on a aussi des ailes, ce qui nous a amené à nous développer là où nos clients avaient besoin de nous. Donc on est en particulier au Nigeria, au Vietnam, à La Réunion, en Roumanie, aux Seychelles plus récemment. On a 12 implantations en fait actuellement. Et alors pour parler du numérique, donc vous, finalement, c'est le Covid qui a un peu déclenché un peu votre transformation numérique ? Oui, alors en fait j'étais un peu surpris quand on nous a demandé de participer à ce thème, parce qu'en fait la construction navale c'est peut-être l'une des industries les plus anciennes, on est presque des animaux préhistoriques, puisque les premières voitures c'est il y a 150 ans, les premiers avions c'est il y a 120 ans, et les premiers bateaux c'est il y a 10 000 ans. Donc on est un peu... Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, mais comment je peux aborder le sujet alors qu'on est un peu des dinosaures ? Et en fait, d'abord, l'un des sujets pour notre industrie, c'est qu'on s'est perpétuellement développé, on s'est perpétuellement adapté, et c'est pour ça qu'on n'a pas disparu finalement. Et donc chez nous, aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs sujets. Le premier, c'est d'être connecté avec nos sites à l'international. Et le Covid, effectivement, nous a amené à développer des nouvelles solutions. Donc, par exemple, on a développé un casque connecté qui nous permet d'être à distance, de finalement travailler sur des bateaux qui sont, par exemple, au Vietnam, avec des bureaux d'études qui sont à Concarneau, des techniciens qui sont en Norvège, et tout ça d'une manière en direct, puisque nos casques sont équipés de micros, de lunettes avec écran. Le vrai travail collaboratif. Et donc, en fait, on est complètement en direct avec nos collaborateurs à l'autre bout du monde. Donc, effectivement, on avait cette difficulté liée au Covid. Le Vietnam fermé pendant 6 mois, le Nigeria fermé pendant quasiment 1 an. Et nous, il fallait qu'on continue à construire et à livrer des bateaux. Et on l'a couplé également avec des systèmes plus numériques type DocuSign, ce qui nous a permis de faire quasiment de la livraison en clic en collect de navires avec des armateurs qui étaient en Arabie Saoudite, des bateaux au Vietnam et des juristes et des banquiers en France ou à Londres.
Donc voilà, donc c'est ce numérique qui participe aujourd'hui et à la croissance, donc notamment du groupe Peerview. Tiens, on reste un peu encore en surface avec Samuel Chevalier, donc cofondateur de Ptici, avec un micro. Donc c'est la gestion des ports de plaisance. Alors expliquez-nous un peu l'originalité de la solution Ptici. Alors l'originalité, on est très pragmatique. Au Ptici, nous, on aide les ports de plaisance dans leur gestion, à optimiser leur gestion et leur sécurité. Et en fait, il faut se rendre compte que les ports de plaisance ont des enjeux forts et croissants sur les thèmes de l'économie, mais aussi de l'attrait touristique. Et pour réaliser leur mission, ils ont besoin d'aide et ils sont en recherche de solutions technologiques. Alors nous, ce qu'on leur propose chez Optici, c'est de capter l'ensemble des informations du plan d'eau et de l'air portuaire en temps réel pour les apporter en capitainerie, pour qu'ils puissent prendre des décisions avec toutes les informations nécessaires. C'est un travail qui est fait aujourd'hui manuellement sur les ports de plaisance. Et donc, pour faire ça, ça veut dire qu'en temps réel, on est au courant des places libres, c'est tout genre de choses, des mouvements des bateaux. Exactement, oui, parce que pour faire ça, justement, on installe, nous, des caméras et on a des boîtiers électroniques associés à ces caméras qui permettent d'embarquer notre intelligence artificielle et des algorithmes qui vont permettre justement de rendre ce genre de service, c'est-à-dire qu'on va décoder ce qui se passe sur l'image et on va permettre de voir les places libres, les places occupées, mesurer le trafic. Et on mesure aussi le flux d'activité de l'ensemble de l'air portuaire, ce qui nous permet de récolter aussi beaucoup de données. Et ces données, elles servent à objectiver, quantifier, qualifier l'activité du port, que ce soit sur l'eau ou à terre. Et elles permettent notamment de chiffrer des éléments qui vont permettre d'alimenter des projets d'investissement, de modification et d'adaptation des infrastructures, toujours dans le même objectif qui est d'améliorer en fait l'expérience plaisancière sur les ports. Donc c'est ça, il y a le temps réel qui est la surveillance, même les risques, un incendie, vous repérez ça tout de suite, ou voilà le mouvement des bateaux, et puis vous anticipez déjà le futur pour dire tiens, est-ce que ça peut être intéressant de développer de nouveaux pontons, ou alors au contraire optimiser l'existant, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ceux à qui vous vendez, c'est les gestionnaires de port, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Nos clients, ce sont les gestionnaires de port. Et effectivement, les données, en fait, elles permettent, j'expliquais à l'instant qu'elles permettaient en fait d'objectiver et de mesurer des situations qui permettent de prendre des décisions, mais elles permettent aussi d'imaginer, enfin, de faire un état des lieux aussi des ports dans leur activité aujourd'hui, d'avoir la donnée nécessaire pour pouvoir faire l'état des lieux des ports et voir aussi leur évolution. Et en faisant ça, on peut commencer déjà à imaginer ce que va être le port du futur. Voilà, et bien on aura l'occasion, on va en reparler de ce port du futur. Vidal Texera, donc cyber. On n'est pas dans la cybersécurité parce que souvent, la première fois qu'on m'ont parlé de cyber, moi j'étais parti là-dessus, mais non, pas du tout. On est dans ces micro-drones. Vous en avez un avec vous d'ailleurs, vous allez le montrer. Voilà, donc vous voyez déjà, il ne pèse pas 6 tonnes, enfin à moins qu'il ait pris un peu de... Voilà à quoi ressemble un micro-drone. Voilà, donc un micro-drone. Il va servir à quoi? Racontez-nous un peu l'autonomie, le poids, voilà, tout ce que fait ce micro-drone. Alors, le drone en général, dans le domaine océanographique, existe depuis de nombreuses années. Mais jusqu'à présent, c'était des moyens plutôt coûteux, complexes à mettre en œuvre. On a toujours l'idée tous d'Ifremer avec ces gros robots qui descendent avec des câbles tout au fond des mers. Tout à fait. Il y a aussi des robots sans câble comme l'Ulix d'Ifremer, qui peut aller jusqu'à 6000 mètres. Mais les océans sont finalement peu connus parce que les moyens sont coûteux et les scientifiques rêvent de moyens accessibles. Les technologies d'aujourd'hui permettent de le faire et donc c'est pour ça que Cyber a été créé pour se spécialiser dans le micro-drone. Et on a vocation à démocratiser l'usage vraiment des drones avec des coûts qui sont 10 fois moins chers que ce qui existe jusqu'à présent avec les technologies équivalentes, puisque les technologies ont pas mal progressé. Première fonction, ça va être de faire une cartographie des fonds, c'est ça? Alors on arrive au lien avec le digital finalement, c'est-à-dire que le drone est un peu comme une fusée, c'est-à-dire que la partie noire en haut, c'est une coiffe dans laquelle vous mettez le capteur que vous voulez. Et donc les capteurs, ça va de l'imagerie effectivement pour faire le scan des fonds marins, mais les scientifiques peuvent tout à fait mettre des capteurs pour analyser l'oxygène, la conductivité, la pollution, ce genre de choses. Tout ce type de capteurs. On peut même mesurer maintenant l'ADN, puisqu'on va lancer très prochainement un filtre pour récupérer les traces d'ADN et déterminer la biodiversité qu'il y a à tel ou tel endroit. Donc l'ADN arrive également sous l'eau. Et donc tout ça, ça va générer des milliards de données
qu'il va falloir traiter, mais c'est encore un autre sujet. Nous, on fournit les outils pour aller chercher la donnée. Oui, après aux autres de travailler sur cette data. Quand vous dites démocratiser, c'est ça, c'est qu'un drone comme ça va coûter dans les 40-50 000 euros. Là, on est parfois des projets de plusieurs millions d'euros dans d'autres domaines. Donc c'est ça, ce côté démocratisation, ça tient sur le coût et sur derrière, alors, je dis la facilité d'usage, il faut quand même traiter des datas et tout ça, mais voilà, l'accessibilité en tout cas pour des scientifiques. Alors 40-50 000 euros, ça peut paraître beaucoup, donc c'est le prix d'une voiture, mais avant c'était le prix d'un bus. Donc déjà ça change pas mal la donne. Et ces budgets-là sont des budgets habituels pour les scientifiques quand ils font des missions. Les journées bateaux, c'est rapidement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc un engin à ce prix-là est tout à fait abordable. Aujourd'hui, tiens, d'ailleurs, il va y avoir une grosse expérimentation. Vous allez, pour montrer la qualité de ce drone-là, il va traverser la Manche, c'est ça ? Il y a un projet effectivement de traversée de la Manche du drone. Aujourd'hui, tiens, parlons justement comment on se projette un peu dans le futur. Samuel Chevalier, vous parliez à l'instant des ports du futur. C'est quoi un port du futur ? Très bonne question. Voilà. En fait, on peut avoir le métaverse, on a bien compris, mais alors, voilà, on a envie aussi de naviguer. En fait, aujourd'hui, décrire le port du futur, on ne sait pas y répondre. Port de plaisance, ça, on parle. Port de plaisance. Ouais. Et on ne sait pas y répondre. Par contre, ce qu'on sait dire aujourd'hui, c'est qu'on sait faire l'état des lieux de la situation d'aujourd'hui. Et pour projeter le port du futur, il faut y ajouter des éléments exogènes, tels que la géopolitique, le changement climatique, ou des éléments qui vont permettre de pouvoir réfléchir à ce que ça va pouvoir être cette structure au bord de l'eau, sur notre littoral, qui accueille des bateaux et qui permet un loisir et une passion. Nous, aujourd'hui, on réfléchit à ça parce qu'on accompagne les ports dans cette réflexion, puisque on pense que effectivement, ce sont des éléments déterminants pour l'avenir. Et par exemple, ça peut remettre en cause des modes de gouvernance des ports, des modèles économiques, des choses comme ça. Et cette réflexion, en fait, elle nous incite aussi à sans arrêt regarder en avant pour pouvoir développer et concevoir les nouvelles solutions pour demain. Dans notre équipe, on a Laura Leduc, qui est docteur en innovation, qui, elle, est spécialisée finalement dans cette question-là, sur cette question-là. Donc, je ne vais pas répondre sur ce qu'est le port de futur, mais en tout cas, on a les éléments pour pouvoir commencer à y réfléchir. Port du futur, ça veut dire aussi, aujourd'hui on parle beaucoup de sobriété, de développement durable, et là aussi c'est le retraitement de tout un tas de choses. Là aussi c'est un des points importants sur lesquels vous travaillez. Oui, effectivement. Donc, le développement durable est un point très important. Nous, dans ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on développe aussi des solutions pour détecter tout ce qui concerne la pollution, et ce que l'on fait permet aussi de réduire notamment des trajets motorisés avec des énergies fossiles sur le plan d'eau. On va capter l'information directement là où elle est sans avoir besoin de se déplacer. Donc ce sont des éléments qui font que oui, on travaille là-dessus. Et puis dans la réflexion globale, il faudra aussi que l'on trouve des nouvelles solutions et qu'on accompagne finalement les besoins avec toujours des nouvelles technologies. Et est-ce que demain la nouvelle technologie sera peut-être une technologie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais en tout cas on est attentif à ça et on est prêt à regarder pour pouvoir l'adapter à ce secteur-là. Vincent Faujour, j'imagine que vous aussi, c'est les nouvelles technologies. On parle beaucoup évidemment de moteurs à hydrogène, donc vous regardez ça. Vous réfléchissez. Je crois même que vous en avez construit des navires à voile, des gros navires, pas pour la plaisance. Tout ça, voilà, ça participe. On est dans cette transition numérique et écologique, et vous vous inscrivez aussi dans ce mouvement. Oui, complètement. En fait, nous, on travaille deux sujets parce que le sujet majeur dans nos métiers aujourd'hui, c'est la décarbonation du transport maritime. C'est une évidence. Évidemment, les transitions prennent du temps. En ce qui nous concerne, on travaille deux sujets. L'hydrogène. Donc, on construit pour la région Occitanie une drague en propulsion hydrogène sur un navire de 70 mètres. Donc, ça commence à être... C'est le premier navire de cette taille qui va être construit en France à l'hydrogène. Donc, c'est des vrais sujets. C'est juste pour comprendre, c'est juste on enlève... faut revoir beaucoup l'architecture du bateau, ou juste on enlève la partie thermique et puis on met... Non, alors en fait c'est une propulsion électrique, mais au lieu d'avoir de l'électricité produite par des groupes électrogènes diesel assez classiques, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. On a des tonniers de 90 mètres qui tournent déjà en diesel électrique depuis 20 ans. Mais là, l'idée c'est de remplacer les groupes électrogènes par une production électrique à l'hydrogène. Et le vrai enjeu derrière, c'est la logistique et la fourniture d'hydrogène dans les ports. Et là, on fonctionne en fait avec des containers qu'on remplit et puis
qui fonctionne un peu en plug and play. Donc ça, c'est un des axes de la décarbonation. Et le deuxième, évidemment, c'est le vélic, qui pour nous est un sujet important. Donc certains pourraient dire qu'on fait un pas en arrière à revenir à la marine à voile. Non, aujourd'hui, les choses évoluent. Puis en Bretagne, on est très bien placé sur ces sujets, puisque ça mêle à la fois le bateau, la construction du bateau, mais c'est aussi les routes, c'est aussi tout ce qui est gréement, etc. Et donc en Bretagne, il y a un vrai écosystème dans ce sujet. Et nous, effectivement, on construit actuellement un bateau pour Jean-Louis Etienne qui va être Polarpod. Ouais. Alors c'est le bateau d'assistance pour voilà, le Polarpod, hein, donc un voilier de 42 mètres. On a le plaisir de travailler avec une structure bretonne, finistérienne, Grain de Sel, puisqu'on va construire le Grain de Sel numéro 2, qui est un cargo à voile aussi de 52 mètres. Et puis on travaille avec TOWT, et là on va faire une série sans doute de 3 navires propulsion vélique de 80 mètres. Donc voilà. Donc nous on est limité en infrastructure industrielle et on peut aller jusqu'à 110, 120 mètres, mais il y a des projets des projets importants, Neoline et autres, qui vont bien au-delà aujourd'hui avec des bateaux de plus de 100 mètres, 150 mètres. Et puis j'imagine que l'usage de la data, pareil pour le recyclage, vous travaillez déjà sur les matériaux recyclés. Oui. La data vous sert à suivre tout ça. On parle de jumeaux numériques dans l'industrie. Ça, c'est un deuxième sujet pour nous, c'est la connectivité et les modèles 3D. Et d'ailleurs, on travaille avec le Polmer sur ce sujet, sur la connectivité des navires, qui nous permettent de nous donner des informations pour pouvoir faire de la maintenance prédictive. Et ça, couplé avec un modèle 3D de navire, ça permet d'améliorer le package d'entretien des navires et le faciliter. Vidal Texera, en quoi vous changez la donne aujourd'hui avec votre drone là par rapport, il y a le coût, on l'a dit, le rapport. Oui, il y a le coût, mais il y a aussi la facilité d'utilisation, réellement. C'est-à-dire que quand on parle de drones sous-marins, dans la tête des utilisateurs habituels, les scientifiques, dans leur tête, ça passe dans la case compliqué, cher, pas pour moi. C'est clairement un produit d'expert. Et nos premiers clients, on a été créé il y a 2 ans, sont tous des primo-utilisateurs, des gens qui rêvaient d'utiliser des drones, mais qui clairement ne se voyaient pas le faire. Et on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie du logiciel, l'ergonomie de l'appareil. Et le fait que ça coûte beaucoup moins cher, c'est quand même, quand vous balancez à l'eau un drone qui vaut 50 000 €, c'est pas la même chose que s'il vaut 500 000 €. L'angoisse n'est pas la même. Donc on enlève beaucoup de barrières. Et voilà en quoi... Il n'y a plus que l'imagination à trouver des nouveaux services. On peut, En fait, c'est là où c'est beau, c'est que les services étaient déjà imaginés, oui, mais il y avait le frein à l'utilisation qui était là. En fait, on enlève juste un frein, parce que l'imagination, ils l'ont déjà là. Quand on rencontre des scientifiques, en général, après 2 heures d'explication de fonctionnement, ils sont déjà en train d'imaginer la mission au pôle Nord ou au pôle Sud qu'ils vont pouvoir faire avec le drone. Sébastien Kahn, pour conclure, on voit l'apport numérique avec des cas très concrets, et vous avez plusieurs choses. Il y a des projets de data center flottants, de contrôle de suivi des marchandises. Enfin, voilà, vous suivez beaucoup de projets innovants dans le domaine maritime. Oui, on a effectivement beaucoup de sujets très, très variés qui nous parviennent. J'ai pris quelques exemples là qui sont, on va dire, très liés au numérique. Le premier, c'est un projet qui s'appelle Credoc. Beaucoup d'entreprises travaillent à l'international utilisent ce moyen de paiement. Et ce projet en fait vise à sécuriser, à fiabiliser la chaîne documentaire et donc à accélérer les démarches des entreprises et à les sécuriser. Donc ça, c'est un projet qui aboutit, d'ailleurs, qui associe une entreprise rennaise, CLS, qui est un acteur de la donnée satellitaire. Et donc c'est ce genre de maillage que l'on réalise. On a un autre projet, effectivement, qui est de créer un data center flottant, d'utiliser en fait les frigories de l'eau qui sont gratuites, qui permettent de refroidir le data center, qui est également équipé d'un système de production d'énergie, donc qui est pas autonome, mais qui est quand même beaucoup moins consommateur, et donc qui prend une place de bateau, 10 mètres par 5 mètres, dans un port pour fournir un équipement de données, on va dire, à proximité des usages. Il y a une des questions justement qui est la pointe bretonne était-elle la pointe maritime, c'est ça. Alors voilà, bon, vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce qu'on se situe bien alors en France, oui, mais par rapport à d'autres sites européens, on a vraiment un peu quelque chose qui est en train de se former. On a eu effectivement le rassemblement, c'était One Ocean. One Ocean Summit, oui. Il y a 2 mois, 3, enfin un peu plus, je sais pas. C'était au mois de février, effectivement. Oui, voilà. Je pense qu'on on n'a pas du tout à rougir de notre place. L'économie maritime est assez difficile à appréhender. Maïwenn parlait de 400 000 emplois en France. C'est plus que la filière automobile, qui est facile à détourer. C'est plus que la filière aéronautique.
Quand on met, je dirais, l'ensemble des métiers qui tournent autour du maritime, effectivement, on pèse plus lourd que ces domaines-là. Et la Bretagne concentre effectivement à la fois la thématique innovation, recherche et développement, Ifremer avec son siège à Brest, mais beaucoup d'écoles d'ingénieurs aussi. Ces entreprises aussi. Et voilà ce que j'allais dire, le tissu d'entreprises qui sont impliquées dans le maritime dans toute sa diversité, ça fait effectivement qu'on a un terreau extrêmement favorable. Je prends un exemple, l'université de Bretagne occidentale, dans le classement des universités, au niveau océanographie, est parmi les premières. Et un tout dernier mot, il y a le projet One Ocean qui est voulu par Ursula von der Leyen, donc présidente de la Commission européenne. C'est une cartographie des fonds marins, et donc là on aura besoin de drones, on aura de bateaux pour aller porter tout ça, et puis ces data elles serviront. Oui, effectivement, ça a été annoncé par la présidente de la Commission européenne, donc de lancer un jumeau numérique de l'océan qui permette de collecter, et puis on dirait, il y a des milliards de données qui proviennent de différents capteurs, et donc de pouvoir effectivement, à la même manière que peut le faire Piriou pour ses navires, modéliser, je dirais, les effets du changement climatique. Et donc c'est effectivement un projet très structurant. Il nous reste à vous remercier. Il y avait des questions sur l'hydrogène, mais voilà, ça peut être une crêpe avec Vincent pour parler d'hydrogène, pour rester dans les temps. On passe du bateau, on va repasser à la terre. Merci, en tout cas, on peut applaudir chacun de nos... Ah oui, juste un petit mot, il y a un NFT. Ouais, juste pour conclure, pour un peu ouvrir le champ sur l'innovation, je vous invite en lien avec la société Wiki, qui a collaboré avec Arkea et notre pôle innovation, à vivre votre première expérience NFT. Alors vous pourrez à la clé gagner peut-être une expérience en lien avec la filière mer. Donc le NFT, c'est une des traductions concrètes du Web 3. Je ne suis pas une spécialiste, je vous invite juste à aller tenter votre chance et à aller voir les experts en la matière avec Wiki, dans le hall, pas loin des crêpes. Et pas loin du café, de l'eau et des boissons rafraîchissantes. Merci, encore bravo, on peut vous applaudir, merci d'avoir participé.